Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc on va parler de vie privée, d'éthique. Je suis super content que vous soyez nombreux comme ça. C'est cool de voir qu'il y a autant de personnes qui sont intéressées par ces sujets. Donc c'est bien. On va passer 30 minutes là sur la conférence et puis après il y aura un petit moment de débat. J'espère que vous aurez plein de questions. C'est une conférence qui est calibrée un peu pour laisser place à plein de discussions après. Donc n'hésitez pas à réagir. Notez vos petites questions. Donc allons-y. Donc moi je m'appelle Erwan, je travaille à Nantes dans une agence qui s'appelle Le Phare. On est une trentaine de personnes et on est 15 développeurs. Donc voilà un peu à quoi ressemble toute l'équipe. C'est le petit moment promo. Donc voilà, si vous en avez marre de travailler à Paris, venez nous rejoindre à Nantes, c'est plus sympa. Donc allons-y. Cette conférence, c'est un peu l'histoire d'un mec. Normal, développeur PHP, des histoires plus marrantes avec un développeur JavaScript, mais non. Non, là c'est développeur PHP et c'est l'histoire c'est mon histoire. Donc moi je suis un peu paranoïaque depuis un petit moment, mais beaucoup plus depuis les révélations Snowden. Je me suis blindé sur ma vie privée, je me suis vraiment protégé à mort. J'utilise plus Google du tout quasiment. J'ai un téléphone Android sans les services Google. J'utilise Firefox, j'utilise pas le moteur de recherche Google, j'utilise un réseau Tor à la maison, j'ai des DNS dans tous les sens. Voilà, je suis assez protégé. Moi, j'ai pas de problème. Je sais que ma vie privée, elle est protégée. Maintenant, là où je viens aujourd'hui, c'est que j'avais envie d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire en tant que développeur pour protéger la vie privée des internautes qui sont sur Internet et qui n'ont pas forcément tout le bagage technique pour faire tout ce que moi j'ai fait. Cette conférence, on m'a proposé de donner une conférence sur ce sujet-là parce qu'en fait, j'ai eu une prise de conscience. En tout cas, on m'a fait prendre une conscience. J'étais en voiture un jour, c'était au mois de mai, j'étais en voiture avec ma femme et je discutais de boulot. J'étais en train de faire un site e-commerce, un gros site e-commerce B2B. Et comme tous les sites e-commerce B2B ou non, eh bien, à un moment donné, il faut installer un tracker analytics. Et donc, je racontais ça, voilà, il fallait que j'installe ce truc, et ma femme m'a juste hurlé dessus. Quoi? Mais t'installes un tracker analytics, tu me fais chier à la maison avec toutes tes conneries pour pas qu'on soit pisté. Bon. Et donc oui, je me suis pris ça dans la tronche, et effectivement, je me suis dit, bah oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que j'installe ce truc? Est-ce que je suis obligé? Est-ce que je peux faire autre chose? Est-ce que j'ai des alternatives? Si c'est pas Google, peut-être que j'ai d'autres choses plus intéressantes à installer. Donc j'ai écrit un message de blog au mois de mai, du coup, qui était voilà, une espèce de réflexion. Je l'ai écrit dans la voiture. J'ai sorti pas le téléphone, mais l'ordi direct, et pendant qu'elle était en train de conduire, j'ai tapoté ma prise de conscience. Et j'ai eu plein de commentaires intéressants et quelques tweets, et en particulier une personne qui m'a proposé de faire sa conférence, qui m'a proposé de développer ce sujet-là en conférence à Paris Web, que j'ai donné donc, du coup, au début du mois. Et donc je suis là pour évangéliser la planète entière. Hein. Donc si vous avez plein de conférences, allez-y, j'y vais. Donc, avant de parler de la protection de la vie privée des internautes, tout ça, on va essayer de redéfinir un peu ce que c'est que la vie privée et à quoi ça sert. Eh bien, la vie privée, c'est tout simplement votre intimité. C'est toutes les actions que vous faites, sur Internet ou non, qui sont votre intimité. Donc, pour moi, quand on dit « ouais, moi, la vie privée, je m'en fous », je trouve ça un peu bizarre, parce qu'en fait, le seul problème avec la vie privée, c'est juste de placer un curseur. Tout le monde ici a une vie privée. C'est juste de savoir où est-ce que vous placez votre curseur. Là, c'est la slide qui claque, parce que je mets directement une citation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est juste pour dire que la vie privée, c'est un droit fondamental, et si vous n'avez pas envie d'en avoir, eh bien, vous avez de toute façon le droit d'en avoir. Et tout le monde sur cette planète a le droit d'avoir une vie privée. C'est ultra important. Et donc, si vous n'avez rien à cacher,
Eh bien, moi, ça me semble très bizarre. Se dire, moi, j'ai rien à cacher, à la limite, pourquoi est-ce que Google ne m'espionnerait pas pour me proposer des meilleures publicités? En fait, quand vous dites ça, j'ai repris une phrase d'Edward Snowden, justement, qui dit que si vous prétendez que vous n'avez pas besoin de votre sphère privée ou de cacher votre vie privée, ben en fait, c'est la même chose que de dire que vous vous en foutez de la liberté d'expression parce que vous n'avez rien de spécial à dire. Et on n'a pas tous des choses à dire. C'est normal, mais il y a des gens qui ont des choses à dire et c'est important qu'ils le disent. Et pour la vie privée, c'est pareil. Il y a des gens qui ont des choses à cacher et c'est important qu'ils puissent le cacher. Parce qu'ils ont des idées politiques différentes, parce qu'ils ont plein de... Voilà, il y a plein de problématiques. Ils ont peut-être un gouvernement qui les harcèle ou qui même les menace. Donc la vie privée, c'est quelque chose d'important. Donc une fois qu'on a dit ça, la vie privée, c'est important. On peut même en fait encore aller plus loin et se dire que si la vie privée autorise, donc c'est votre intimité, et c'est ce qui autorise la liberté de conscience. En fait, c'est ce qui vous permet dans votre intimité de réfléchir à vos choix, à vos positions éthiques, morales, toutes ces choses-là. C'est aussi ce qui, donc les libertés de conscience et liberté d'expression, c'est ce qui vous permet tout simplement d'aujourd'hui d'être en démocratie. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, ou même l'un sans l'autre, vous n'êtes pas vraiment en démocratie, vous n'avez plus le droit de critiquer, tout simplement, vous n'avez plus le droit de critiquer. Et vous ne pouvez faire ça que dans votre intimité, parce que quand on est en public, quand on est en représentation, là aujourd'hui on est tous en représentation, on est tous entourés de plein de monde, alors moi je suis un peu plus en représentation que vous, plus observé que vous, eh bien on a tous des comportements différents quand on est en public. Ça c'est des choses qui ont été très étudiées en sociologie, en philosophie. On agit tous différemment quand on est entouré des autres. On n'agit pas à la maison comme on agit en conférence à Paris Web. Peut-être que moi, à la maison, je me trimballe en caleçon, alors que bon, à Paris, ici, au forum PHP, je ne vais pas me trimballer en caleçon. Voilà, promis, je ne le fais pas. Donc, ça, voilà, vie privée, hyper important. J'espère que ça, c'est un truc que vous avez bien compris. Donc, c'est quoi le problème, en fait, aujourd'hui, avec cette vie privée ? Le problème, c'est qu'on trouve des études sur Internet, un peu partout, qui donnent des chiffres. Et un qui m'a marqué beaucoup, c'est ce chiffre-là d'une étude qui a été faite par KPMG, qui dit que moins de 10% des internautes estiment avoir le contrôle sur leurs données personnelles. Et c'est vraiment très peu. Ça veut dire que 9 internautes sur 10 sait très bien qu'il n'a pas le contrôle sur ses données perso. Et ils trouvent quand même ça important. Il y a d'autres études qui montrent qu'ils sont quand même... en plus, en France, on est plus sujet, on est plus intéressé par le contrôle de nos données personnelles que d'autres personnes en Europe, par exemple. L'autre stat que j'ai faite, c'est un petit sondage Twitter que j'ai envoyé, je crois, il y a un mois maintenant. Et j'ai posé cette question-là aux développeurs. Avez-vous eu à développer quelque chose que vous pensiez être illégal ou non éthique? Et les résultats m'ont vraiment fait super peur, en fait, parce qu'il n'y a que 50% des gens qui disent non. C'est-à-dire qu'on a 50% des développeurs, on a un développeur sur deux qui dit qu'on lui a demandé de faire quelque chose d'illégal. Alors illégal, déjà, c'est un peu grave, mais non éthique, pour moi, c'est encore plus grave. Parce que bon, j'ai eu des débats interminables sur Twitter sur oui, mais illégal, des fois c'est éthique. C'est vrai. Voilà. Ce qui m'intéressait surtout, c'était la partie non éthique. Donc on a quasiment 40% des développeurs à qui on a demandé de faire quelque chose de non éthique. Et aujourd'hui, le problème, c'est que quand on vous demande de faire quelque chose de non éthique, vous n'avez pas le droit de dire non. Si vous dites non, l'employeur peut vous licencier pour ça, parce qu'il n'y a rien dans la législation qui couvre l'éthique. Donc ça, c'est le moment où je bois, et où c'est vous qui bossez. Et donc, vous allez, si vous êtes intéressé, participer à mon petit sondage. Là, j'avais 140 votants, alors j'en ai aujourd'hui un peu plus, 230. Mais plus j'en aurai, et plus j'aurai des statistiques précises, et ça me plaît beaucoup.
Ouais. Je voulais l'auto-héberger, mais bon, j'ai été pris par le temps. Ouais, désolé. Mais j'espère que tu as un navigateur qui les bloque. Moi, j'en ai un. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Une fois qu'on a dit ce que c'était que la vie privée et qu'on s'est rendu compte du problème qu'on avait, d'un côté, les internautes qui, eux, sont lésés parce qu'ils ont l'impression qu'on fait n'importe quoi avec leurs données personnelles, et de l'autre côté, les développeurs qui sont lésés, eux également, parce qu'ils ont l'impression qu'on leur demande de faire des choses qui sont contraires à leurs valeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose qu'on peut faire, c'est en tant que développeur individuel, c'est de travailler sur des outils peut-être alternatifs, ou en tout cas se proposer des solutions qui sont alternatives par rapport à des problématiques, des fuites de données. Bon, si je pose une question comme ça au hasard, c'est quoi le problème avec la vie privée? Qui, aujourd'hui, est contre votre vie privée, ou en tout cas est très intéressé par votre vie privée? Ouais. Google. Google n'est pas le seul, mais voilà, et Google, c'est le premier qui revient souvent. Et qui, aujourd'hui, n'a jamais installé d'outils Google sur un site web? À Google Analytics, par exemple. Une personne. C'est la première fois que je vois une main qui se lève. C'est merveilleux, je suis très content. Est-ce que tu es développeur? Il a dit oui, la chance. Donc on est des développeurs, et en tant que développeur, on a le pouvoir de fabriquer Internet. Développeur web. Donc, comme on a de grands pouvoirs, on a de grandes responsabilités. C'est à nous qu'il revient de faire attention à ce qu'on fait sur Internet et de quel Internet on est en train de fabriquer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors là, je suis désolé pour les images, on ne voit pas très bien, parce que j'ai un problème de résolution, mais la première chose qu'on peut faire, déjà, c'est essayer d'utiliser des outils qui sont respectueux de la vie privée des internautes. On a le droit de faire du tracking sur Internet, du tracking analytics, d'avoir des mesures, de choper des métriques. C'est pas parce qu'on est protecteur de la vie privée, comme j'essaye de le faire, qu'on abandonne complètement des moyens de mesure de nos sites, des sites qu'on fabrique. Par contre, ce qui est le mieux, c'est de ne pas mesurer des données, avec des données personnelles, de ne pas mesurer exactement une personne, ne pas l'identifier en fait. Mais on peut très bien calculer le nombre de visiteurs uniques. On ne sait pas que c'est Madame Michu qui est venue sur le site en fait. Donc pour faire ça, par exemple, en termes d'analytics, on peut utiliser un outil qui s'appelle Piwik, qui est un outil open source. Tout ce que je vous ai montré là, c'est des outils open source, c'est des alternatives. Il y en a plein d'autres pour plein d'autres problèmes. Là, je vous montre des outils pour les plus gros problèmes de vie privée que je trouve. Alors, le premier problème que j'ai vu, moi, c'est les mesures analytics. Donc Piwik est un outil très intéressant qui est open source et qui a une configuration qui permet de désactiver, d'anonymiser entièrement un internaute. Donc on anonymise son IP, on anonymise toutes les informations qu'on pourrait avoir sur lui, et on obtient des données, des métriques sur votre site, combien de visiteurs uniques, votre taux de rebond, tout ce qui vous intéresse, on l'a quand même. Sharing Bouton, là-haut, c'est une alternative à AdThis. AdThis, je ne sais pas si vous utilisez déjà ça, c'est en gros ce qui vous permet de mettre des widgets de partage sur Facebook, Twitter, sur vos pages. AdThis fait ça en JavaScript avec des milliards de cookies dans tous les sens. Et en plus de ça, il est extrêmement long à charger. Sharing Bouton vous propose de le faire sans JavaScript, juste en HTML, avec des belles icônes en SVG. Formidable, il n'y a pas de tracking du tout. Après, il y aura un tracking quand l'utilisateur va arriver sur Facebook, mais ça, c'est un autre problème. On n'a pas encore travaillé sur comment est-ce qu'on fait pour que Facebook ne nous espionne pas. Leaflet et Mapbox, ce sont deux projets qui vous permettent de remplacer, je vois souvent ça sur les sites, c'est des Google Maps. Partout, il y a des Google Maps dans tous les sens. Google Maps vous espionne, nous espionne. Je pense que tout le monde est à peu près au courant. Eh bien, Leaflet.js est une petite appli, un petit outil qui vous permet de faire exactement ce que fait Google Maps, mais en utilisant, vous pouvez choisir votre provider de fond de carte, mais la plupart du temps, ce qui est proposé par défaut, c'est des données OpenStreetMap. Ça marche très bien. Mapbox est encore un peu plus complet, ça va plus loin, c'est qu'il permet même de créer des fonds de carte personnalisés. Ça peut être très très intéressant quand finalement vous montrez une carte Google Maps, mais il y a beaucoup trop d'informations dans votre carte Google Maps. L'utilisateur, il a la plupart du temps pas besoin de toutes ces informations-là.
Donc ça, c'était le petit tour sur les outils. L'autre chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de collecter de manière raisonnée. Vous voyez, il existe l'agriculture raisonnée, nous on va faire l'informatique raisonnée. Bientôt on fera de l'informatique bio. On peut faire de la collecte raisonnée de données. Quand vous faites un formulaire, formulaire de création de compte, un formulaire de contact, un formulaire d'inscription de qui, de quoi, eh bien, la plupart du temps, ce que je vois, moi, c'est la moitié des champs qui servent à rien, qui ne sont pas, pertinents, qui demandent trop d'informations. Si vous demandez une date de naissance, vous n'avez pas besoin de la date de naissance d'un internaute. Vous avez éventuellement besoin de savoir son jour d'anniversaire. Sa date de naissance permet de déterminer son âge. Vous n'avez pas le droit vous n'avez pas besoin de son âge, sauf si vous allez faire des statistiques sur des classes d'âge, des secteurs d'utilisateurs. Mais tant que si vous ne lui avez pas demandé, c'est pas cool de demander ça. Moi, de toute façon, vous avez peut-être, je sais pas, 10% des gens ou 20% des gens qui vont remplir n'importe quoi. Moi, c'est ce que je fais, je remplis n'importe quoi. Si vous me demandez mon numéro de téléphone, pareil. Je vais vous mettre un 02 02 02. 02, c'est parce que je suis nantais. Voilà, je vais vous mettre n'importe quoi. Pourquoi vous voulez mon numéro de téléphone ? Je suis en train de m'abonner, je suis en train de créer mon compte. Je ne sais même pas à quoi ça va servir. Vous allez quoi ? Vous allez m'envoyer des textos ? Pourquoi faire ? Donc demandez-moi mon numéro de téléphone au moment où vous avez besoin de mon numéro de téléphone, parce que, je ne sais pas, j'ai acheté quelque chose et vous en avez besoin pour le transporteur, ou vous allez m'envoyer des textos pour me dire que l'expédition est en cours. Mais ça m'intéresse. Mais sinon, si on me demande sans me dire à quoi ça va servir, je ne vais pas le remplir. Et c'est vrai pour plein de trucs. La civilité, le truc le plus débile du monde. Pourquoi vous demandez un monsieur, madame, mademoiselle ? Ça ne sert à rien. Personne ne s'en fout. Demandez un nom, prénom, ça suffit. Mais on n'a pas besoin de savoir si c'est monsieur ou madame. Voilà. Donc réduire le nombre de champs de formulaire. Et merveilleusement, là où on est tout à fait d'accord en plus avec l'équipe marketing, c'est qu'il y a des études qui montrent que moins il y a de champs dans un formulaire et plus il y a d'utilisateurs qui remplissent le formulaire et qui vont jusqu'au bout. Donc vous aurez en plus un meilleur taux de conversion. Ce qu'on peut aussi faire, c'est réduire les outils de tracking et faire attention à ce que ces outils soient vraiment utilisés, réellement utilisés. Moi, j'ai fait un site il y a 5 ans. On a mis plein de tracking. Le client voulait tout savoir. Il y a des heatmaps, il y a du tracking vraiment dans tous les sens. Et en plus de ça, tous les ans, il en rajoute. Il change de partenaire, il change de fournisseur. Et on laisse les anciens trackers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a peut-être 12 sur la page, alors qu'il n'y en a peut-être que 3 d'utilisés. Mais comme ce n'est pas toujours les mêmes développeurs qui travaillent dessus, voilà, pensez à supprimer les outils de tracking qui sont non utilisés et vérifier si on a vraiment une pertinence d'utiliser ce genre de choses. Je sais que ce n'est pas facile parce qu'il y a des clients qui disent oui, mais j'en ai vraiment besoin. C'est bien d'avoir quand même un discours un peu pédagogique en disant exactement quelle est l'implication pour les internautes. Donc tout ce que je vous ai dit là, c'est bien beau. Voilà, on est des développeurs individuellement, on peut être engagé. On a des alternatives, on peut avoir un discours envers nos clients, envers nos responsables, nos employeurs. Mais est-ce qu'on est obligé de faire ça ? Question, est-ce qu'on est obligé de le faire ? Si je pose la question, c'est qu'il y a un piège. En fait, on est obligé de le faire parce que GDPR is coming. Qui connaît la GDPR ? Ah, quand même pas mal, mais c'est pas suffisamment. Donc la plupart il y a peut-être 10% des gens qui connaissent la GDPR. Si vous n'avez pas entendu parler de GDPR, vous avez peut-être entendu parler de RGPD. C'est l'acronyme français. GDPR, c'est pas américain, pardon, c'est anglais, parce que c'est une régulation européenne. GDPR est une nouvelle régulation européenne qui encadre l'utilisation des données personnelles des internautes, mais pas que des internautes d'ailleurs, des gens de manière générale. GDPR, ça veut dire Global Data Protection Regulation. Donc ce qu'ils ont fait dans cette régulation-là, c'est de qualifier exactement ce qu'est une donnée personnelle ou ce qui n'en est pas une. Donc on a là, je vous ai mis un exemple, il y en a plein d'autres, mais nom, prénom, adresse, téléphone, email, tout ça c'est bien connu, bien identifié. Ce qui est moins connu et beaucoup plus subtil, c'est qu'une adresse IP est une donnée personnelle. Et plein d'autres trucs de ce genre. Je pense que l'adresse MAC l'est également aussi. L'email des téléphones est une donnée personnelle. Enfin, voilà. Ils ont encadré tout ce genre de choses.
Et toutes les entreprises du monde qui traitent avec des utilisateurs européens sont soumis à GDPR. Donc même Google, même la petite start-up californienne, mais qui a des utilisateurs européens, est obligée de se plier à cette nouvelle régulation. Cette nouvelle régulation, elle a été votée en 2016, c'est pas nouveau, mais elle entre en vigueur qu'en 2018. L'Europe s'est dit, on va laisser 2 ans aux entreprises pour s'y mettre, pour travailler dessus. Vous allez voir, ça a des impacts énormes. Et en fait, les gens se réveillent sur la GDPR depuis 2 mois, grosso modo. Donc, qui nous laisse maintenant 6 mois pour s'y mettre, vraiment. C'est génial. Et là, ce que je trouve dommage, c'est que cette nouvelle loi, c'est une nouvelle régulation, est pour moi très intéressante et va dans le bon sens pour les utilisateurs. Par contre, aujourd'hui, ceux qui s'en emparent, c'est des juristes, c'est des avocats, c'est éventuellement le marketing parce qu'ils sont un peu inquiets. Mais en technique, je n'ai vu personne s'inquiéter de la GDPR et je trouve ça dommage. Donc j'aimerais bien que nous, en tant que développeurs, on s'empare vraiment de ce sujet-là et on se dise, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire techniquement? Parce qu'aujourd'hui, personne n'a de réponse technique sur qu'est-ce qu'on peut faire pour la GDPR. Donc pour moi, le plus gros point, la GDPR, je vous fais juste un tour d'horizon, hein, mais le plus gros point de la GDPR, c'est le consentement obligatoire. C'est que pour n'importe quel traitement de données personnelles, la collecte de données personnelles est un traitement possible, l'analyse, l'export, tout ça, ce sont des traitements. Donc vous allez être obligé de demander le consentement d'un internaute pour la collecte de ces données personnelles. Donc un utilisateur qui vient sur votre site et qui a un Google Analytics, un cookie Google Analytics de brancher dessus, vous n'avez pas le droit de faire ça. Google Analytics, à partir du mois de mai, est interdit si Google Analytics ne change pas, n'évolue pas, s'ils ne modifient pas leurs outils, eh bien, Google Analytics est interdit. Non seulement le consentement est obligatoire, mais c'est pas, j'en ai entendu plein de fois, c'est pas, ouais, ça va être encore un bandeau cookie pourri, là, on va cliquer sur j'ai compris, tout va bien. Non. Le consentement, il est obligatoire et il doit être positif. Ça, c'est ce qui est écrit vraiment dans le texte de loi, c'est une action positive et optionnelle. L'action positive, ça veut dire que vous allez devoir faire quelque chose de positif sur le site, c'est-à-dire cocher quelque chose, cliquer sur quelque chose. Et optionnel, c'est que vous devez pouvoir dire non. Dans les cookies, aujourd'hui, on ne vous propose pas de dire non. Implicitement, on vous dit, si vous cliquez là, vous acceptez en continuant la navigation. Si vous continuez la navigation, vous acceptez implicitement. Ça, vous n'avez plus le droit de le faire. Et vous n'avez pas non plus le droit d'obtenir le consentement sous la menace de ne pas fournir le service sur lequel vous êtes en train sur le service qui est proposé par le site que vous êtes en train de faire. Donc, les médias qui ont fait leur gros coup de pub l'année dernière, je crois, en disant si vous avez un ad blocker, eh bien vous ne pouvez pas consulter nos contenus, ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc, en plus du consentement, il faudra préciser pour chaque donnée, donc nom, prénom, téléphone, date de naissance, tout ça, pourquoi elles sont collectées, enfin, déjà quelles données sont collectées, pourquoi elles sont collectées, et quelle est leur durée de conservation. La GDPR va imposer la date de péremption de la donnée personnelle. Aujourd'hui, on n'a rien. Quand on le stocke ad vitam aeternam. Quand on a trop d'utilisateurs dans la base, on en purge un peu. Là, c'est complètement différent. Vous êtes obligé de donner une date de conservation. Et cette durée de conservation, il faut qu'elle soit légitime par rapport à votre business. La GDPR n'encadre pas ça. Elle dit juste qu'il faut que ça soit légitime. C'est-à-dire que si vous faites un site e-commerce et que vous collectez pour créer un compte, voilà, nom, prénom, email, ces choses-là, vous devez dire à l'utilisateur, eh bien, ces données vont être conservées 3 ans après la dernière commande que tu as passée. 3 ans, c'est acceptable. 10 ans, c'est pas du tout acceptable. Sauf si vous faites, je ne sais pas, j'ai eu des exemples formidables de boîtes qui travaillaient pour une gestion de cimetières. Oui. Et pour la gestion de cimetières, il y a des lois qui encadrent les choses et ils sont légalement obligés de conserver les données 90 ans. Oui. Donc là, voilà, s'il y a légalement des choses qui vous obligent de conserver les données pour une certaine durée, pour les médecins, c'est le cas aussi. Un dossier patient doit être conservé, je crois, 15 ou 20 ans. Donc voilà, il y a des durées légitimes. Donc ça, c'est pour la partie consentement. Ça, c'est un exemple de consentement, de type de consentement qu'on pourra trouver sur Internet
au mois de mai l'année prochaine. Donc on va avoir une belle pop-up comme ça sur tous nos sites, donc qui précise qu'est-ce que vous partagez, donc les habitudes de navigation, avec qui vous les partagez, donc la marque plus les partenaires analytics, qui est un lien vers le détail de tous les partenaires analytics. Pourquoi faire? Là, c'est pour mieux comprendre les offres qu'on pourrait vous proposer. Combien de temps on va les garder? Et vous pouvez changer, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Et vous pouvez dire non. Ça, c'est un exemple de ce qu'on va être obligé de faire à partir du mois de mai l'année prochaine. C'est un consentement si vous demandez des données personnelles. Si vous installez un Piwik en mode anonyme, comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de demander ça. Il y a des études qui ont été faites, là, la même boîte, là, PageFair, la même boîte qui a fait ça, a fait une étude pour savoir combien d'internautes cliqueraient sur oui ou non. Qui cliquerait sur oui? Voilà. 80% des utilisateurs vont cliquer sur non. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on utilise des données de gens qui ne sont pas d'accord, qui ne veulent pas que vous utilisez leurs données. Donc c'est là où on va avoir des changements de modèle économique. La GDPR travaille un peu là-dessus aussi. Et pour eux, c'est une opportunité pour les entreprises de trouver de nouveaux modèles. Et on va se diriger vers ce genre de modèle. C'est-à-dire qu'on avait, aujourd'hui, là, 2017, on a un système, on a un modèle économique qui est basé sur de la pub, sur des données conventionnelles, donc personnelles la plupart du temps. Et donc, si vous avez... Amazon est très fort pour faire ça. Si vous avez visité tel produit, tel produit, tel produit, eh bien, on va vous le rappeler en bas, là, en produit cross-selling. Voilà, ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on va avoir à partir de 2018, c'est ce genre de choses. C'est qu'on va avoir une grosse part du public qui va utiliser, qui va avoir des pubs de manière éthique, c'est-à-dire que les produits qu'on va leur proposer, ce ne seront pas basés sur leurs préférences personnelles, ce sera basé sur d'autres choses. Il y a plein d'autres manières de faire de la publicité, de proposer des produits. On peut faire de l'analyse contextuelle. Hein, si quelqu'un achète une tente, il y a de grandes chances qu'il ait besoin d'un duvet, par exemple. Ça, c'est de la vente contextuelle. Et il va y avoir un autre marché qu'ils appellent le marché premium, ce sera les utilisateurs qui ont consenti à vous donner leurs données. Et donc, vous allez pouvoir, pour ce marché-là, pour ces peu d'utilisateurs-là, faire quelque chose de très... pousser quelque chose de premium. Le reste de la GDPR, c'est un paquet de trucs. Pour nos clients et pour nous, pour la première fois, la GDPR responsabilise les sous-traitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si il y a un problème CNIL sur un site que vous avez fait, c'est votre client qui est responsable. Aujourd'hui, ça peut être le sous-traitant, selon des cas. Donc la responsabilité des agences et des fabricants de sites est engagée à partir du mois de mai. Pour le propriétaire de la donnée, enfin pour celui qui va collecter la donnée, donc la plupart du temps, encore une fois, ça va être nos clients. Là, je parle en tant qu'agence web, mais pour les éditeurs, pour le coup, vous êtes votre propre client. Donc c'est vous qui êtes le centre de traitement. La GDPR dit ça comme ça, c'est le centre de traitement. Et donc le centre de traitement doit maintenir un registre des traitements. Donc qu'est-ce que vous collectez, quand, pourquoi, quel traitement vous faites sur les données, un export, un machin, tout doit être dans un document qui est donc un registre. Ce registre peut être demandé à n'importe quel moment par la CNIL. La CNIL, c'est le régulateur qui va, on va dire, appliquer la GDPR en France. La GDPR impose deux concepts, qui est le Privacy by Design et Privacy by Default. Et ces deux concepts-là, ça veut juste dire que vous allez devoir réfléchir à la collecte des données personnelles au moment de la conception. C'est-à-dire qu'on veut que dans vos cahiers des charges, dans vos specs, il y ait un volet sur les données personnelles.
Et privacy by default, c'est juste de dire que tant qu'un utilisateur n'a pas donné son consentement, ces données sont à lui, vous n'avez pas le droit de les utiliser. La GDPR rajoute deux droits, en tout cas renforce deux droits. C'est le droit à l'oubli. Donc un utilisateur aura le droit de demander la suppression de ces données à n'importe quel moment. Et donc vous avez un délai pour y répondre. Je crois que c'est un mois, je crois. La GDPR encadre du coup, dans le cas de ce droit à l'oubli, ce qui est une donnée anonymisée, ce qui est une donnée pseudonymisée. Parce que quand un utilisateur vous demande d'effacer ces données, vous avez le droit d'anonymiser ces données. Le droit à la portabilité, ça c'est quelque chose d'assez lourd pour des services SaaS ou pour des sites, je t'imagine, type mutuelle, banque et compagnie. Un utilisateur a le droit de demander un export de ces données au format lisible facilement par une machine. La GDPR n'indique pas de standard particulier. Elle dit juste que ça doit être facilement lisible par une machine. Donc, un utilisateur qui souscrit à un service SaaS doit pouvoir cliquer quelque part. Donne-moi un export de données. Ça, typiquement, sur Facebook, Twitter, vous devriez avoir un bouton qui dit « Je veux exporter mes données » pour pouvoir les réimporter peut-être dans un autre service, type Mastodon, type Google+. Voilà, c'est le droit à la portabilité des données. GDPR vous oblige, en tant que centre de traitement, à déclarer toutes les failles qu'il peut y avoir. Si vous avez n'importe quel vol de données, corruption de données, vous devez déclarer sous les 72 heures à la CNIL que des données ont été volées ou corrompues, et vous devez également dire à l'internaute qui est concerné. Donc chaque internaute concerné par ce vol de données ou cette corruption de données doit être prévenu. Et vous devez également, selon la taille des entreprises, nommer un DPO, un Data Protection Officer, qui est responsable au sein de votre entreprise de la bonne application de la GDPR et qui va également être nommé sur le site dans une page. Une nouvelle page doit être présente en plus des mentions légales qui va expliquer toute la politique de gestion des données personnelles. Et donc c'est le nom du DPO qui va apparaître, donc qui contacter, ce sera une adresse mail bien particulière. Et je vous vois déjà sourire en disant « Ah, c'est ça, c'est une régulation européenne, on s'en fout, ça ne sera pas appliqué ». Il y a des sanctions, des vraies sanctions qui ont été mises en place, possibles. Et la plus grosse sanction, c'est une amende de 4% du chiffre d'affaires global mondial, en remontant sur les holdings. Donc Google, s'il ne se met pas en adéquation avec la GDPR, en fait, on va demander 4% du chiffre d'affaires à Alphabet. Et Google même ne pourra pas se permettre de donner 4% de son chiffre d'affaires. Donc c'est 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros, et ils prennent celui qui est le plus haut. Ouais. Donc ça, c'est la sanction la plus élevée, évidemment, pour, je ne sais pas, la petite laverie du coin qui a mis un système d'emailing. Si elle n'a pas appliqué correctement la GDPR sur les emails qu'elle a récoltés, on ne va pas lui demander 4% de son chiffre d'affaires. Il y a des paliers, il y a tout un système d'avertissement, il y a toutes ces choses-là. Moi, je pense que, et je ne suis pas le seul à le penser, c'est que GDPR a quand même été mis au point pour lutter contre les géants américains, GAFA et compagnie. Donc c'est eux qui vont être ciblés principalement à partir du mois de mai. La CNIL a averti que, donc ça rentre en vigueur le 28 mai, je crois, la CNIL a averti que le 29, ils étaient au taquet. Voilà, ça ne va pas rigoler. Ils ont donné 2 ans pour que tout le monde s'y mette, c'est pas pour attendre encore un peu. Et bizarrement, on a vu des annonces cette année, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Google a annoncé il y a quelques mois que « Ouais, non, mais c'est bon, en fait, on arrête de regarder dans vos emails pour vous proposer des contenus publicitaires. » Vous vous souvenez, ça, ils ont dit « On arrête de regarder ». Ils nous ont jamais dit qu'ils regardaient, mais on le savait. Mais voilà, aujourd'hui, ils arrêtent de regarder pour tout le monde, en fait, parce que pour une société comme Google qui a des clients partout dans le monde, ils ne vont pas s'emmerder à faire des choses qui est spécifiques pour les Européens. Voilà, il faut qu'ils trouvent quelque chose d'international. Donc là, ils ont juste dit, bon, en fait, ça ne nous servait pas tant que ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus ?
Une fois qu'on a trouvé des alternatives, qu'on est développeur engagé, qu'en plus de ça, on veut appliquer la nouvelle régulation, on veut appliquer la nouvelle régulation. De toute façon, même si on ne veut pas, on est obligé de le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, ce qui me plaisait, c'était justement, si on revient à la statistique que j'ai faite sur avez-vous eu à développer quelque chose d'illégal ou non éthique, si on vous demande de faire quelque chose de non éthique, j'aimerais, moi, qu'on puisse dire non, en fait, enfin, qu'on ait un espèce de contre-pouvoir. Et c'est là où, voilà, l'un pour tous, tous pour un, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a plein de gens qui se sont posé cette question-là. Hein. On peut éventuellement créer un code de déontologie. On pourrait créer l'ordre des développeurs. Ça serait bien, ça serait classe, ça, l'ordre des développeurs, quoi. On pourrait avoir des toges, on pourrait créer après les maisons Gryffondor et tout. Ce serait un peu la classe, quoi. Bon, l'ordre des développeurs, c'était une belle idée, mais en fait, c'est interdit. Depuis 1793, à peu près. On n'a pas le droit. Par contre, on pourrait éventuellement créer des labels. Ça pourrait marcher. Un label qui serait suffisamment puissant pour faire trembler la planète. On pourrait avoir un espèce de label bio. Je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait être des développeurs bio. On a l'informatique raisonnée, mais on pourrait être développeur bio. On travaillerait dans des entreprises bio. On serait formé dans des écoles bio. Ça serait merveilleux. Moi, j'y crois vraiment à ce genre de truc là, label d'entreprise, hein, c'est sérieux. Là, je déconne en disant qu'on serait bio et tout ça, mais c'est quelque chose qui pourrait marcher. Moi, je travaille dans une agence. Au début, je voulais présenter cette conférence à titre personnel, et en fait, toute ma boîte a été embarquée. Ils sont super motivés. On veut faire attention. On veut faire attention aux internautes, on veut regagner la confiance en fait des internautes, on veut faire des sites qui sont éthiques. Donc pourquoi pas créer un label? Je vais juste terminer avec quelques citations que j'aime bien. Robert Martin a dit en 2014 dans un blog qu'il a écrit. Robert Martin, je ne sais pas qui connaît Robert Martin. Ah, quand même, c'est bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, Robert Martin, c'est quand même un grand monsieur. Il a inventé les principes solides. Donc on vous dit tout le temps, ouais, quand vous programmez, respectez les principes solides, c'est bien. Bon, c'est lui qui les a inventés. Il a aussi participé à la création du manifeste agile. Donc tout le monde qui travaille en Scrum, là, c'est grâce à ce monsieur. Et donc il a dit en 2014, nous les programmeurs, eh bien, on gouverne le monde. Ouais. On gouverne le monde parce qu'en fait, le monde tourne avec des logiciels. Et donc, tant qu'il tournera avec des logiciels, et aujourd'hui c'est encore plus vrai que hier, tant qu'il est géré par des logiciels, eh bien, nous, on a le pouvoir de fabriquer les logiciels. C'est un peu classe. Et Laurence Lessig a dit, mais ça c'est la phrase qu'on entend un peu partout, le code c'est la loi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des cas, je repense là à un cas de calcul sur l'impôt du revenu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ça a été il y a quelques années, 1 an ou 2 je crois. Il y a un développeur de solutions open source qui a voulu connaître l'algorithme de calcul de l'impôt sur le revenu, qui donc n'existait pas, enfin il n'était pas open source. Et donc il a demandé au Trésor public, ou je ne sais pas quel ministère, il a demandé, et voilà, ça a été très long, il a fallu quasiment 1 an ou 2 pour qu'on ait le code de calcul de l'impôt sur le revenu en open source. Parce que ce qu'il disait lui, c'est qu'en fait la loi est sujette à interprétation. À un moment, il y a des cas de figure, des détails qui sont sujets à interprétation. Et forcément, le ministère ne peut pas se permettre ça. Donc, à un moment donné, il y a des développeurs qui ont travaillé, qui ont dû faire des choix sur des interprétations possibles. Et donc, le code a été libéré, délivré, tout ça. Il est absolument illisible, il est écrit dans un langage que personne ne connaît. Je crois que c'est du M, je crois. Il est très compliqué. J'ai essayé de regarder, juste par curiosité, mais c'est une horreur. Il y a 150 variables, enfin bref. Et l'autre phrase que j'aime bien, c'est ça, c'est Bill Thoreau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Bill, qui a écrit un article, je crois en début d'année ou en fin d'année dernière, un cas de conscience qu'il a eu il y a 10 ans, et il en parle aujourd'hui. Il a développé une page avec un quiz pour un labo pharmaceutique, et ce quiz, il s'est rendu compte qu'en fait, dans les specs, en fait, peu importe ce qu'on rentrait, eh bien, le résultat, c'était toujours de proposer une espèce de médicament, une espèce de prescription. C'est pas une vraie prescription, mais voilà, on disait, ouais, avec ce que tu as rentré, ça serait bien que tu prennes ça. C'était à destination des adolescentes, c'était au Canada. Et il se trouve que parmi
Il se trouve qu'après avoir mis ça en prod, quelques semaines, mois après, quelques semaines je crois, il a reçu un mail d'un autre développeur qui lui disait « T'as vu ça dans les news ?» Et en fait, dans les news, il y a une jeune femme qui s'est suicidée après avoir pris ce médicament, en fait, parce que dans les effets secondaires de ce médicament, il se trouve qu'il y avait forte dépression et envie de suicide. Et donc il s'est dit « Waouh, est-ce que j'ai participé de près ou de loin à ce truc, quoi ?» Et donc il a eu un gros cas de conscience. Il a eu du mal à en parler, d'ailleurs, il l'explique dans son article. Et 10 ans après, il explique ça. Lui, il a démissionné, évidemment, puisqu'il ne pouvait pas tenir. Et à la fin de son article, il dit ça. Il dit que nous, en tant que développeurs, on est souvent la dernière ligne de défense sur des pratiques qui pourraient être illégales ou non éthiques. Voilà, c'est tout pour moi. On est short du coup ? Une ou deux questions. On fera le débat à l'extérieur si vous voulez. Une ou deux questions, il y en a... Voilà, oui. Okay. J'ai une question que j'ai commencé à me poser au cours de ta conférence et qui a fini par évoluer en fonction de ce que tu disais. Je me disais, donc, comme toutes les données personnelles sont censées pouvoir être périssables, je me disais que tous les sites qui ont un login par adresse email, il va falloir qu'on en change. Et alors, j'ai continué à réfléchir, je me suis dit on peut très probablement faire un hash de l'adresse email et conserver uniquement cette donnée après la suppression de l'email, mais ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui vont devoir changer. En fait, quand un utilisateur va créer son compte, il faudra lui demander son consentement. Et la problématique que tu poses, c'est pour les données qu'on a déjà. Oui. Et il faut redemander le consentement. D'accord. La GDPR dit que pour les données qui existent aujourd'hui, à moins que vous ayez déjà demandé le consentement clair et explicite, il faut le redemander. Mais par exemple, alors je suis désolé pour les autres, je vais prendre un petit peu de temps supplémentaire. Imaginons que j'oblige l'utilisateur à avoir une adresse email pour se connecter. Forcément, je vais potentiellement en servir pour lui envoyer une newsletter ou quoi que ce soit. Même si donc, je dois lui demander son autorisation. Mais est-ce que je ne peux pas forcer quelque chose en disant, voilà, tu te sers de ton adresse email pour t'authentifier, et moi je n'enregistre pas l'adresse email, j'aurai juste un hash, et je peux te garantir que je n'ai même pas ton adresse email dans la liste des données que je possède sur toi. Bah, souvent, quand tu fais ce genre de site, tu as quand même besoin à un moment donné de lui envoyer des notifications, ou de lui envoyer des mails. Si tu lui demandes son adresse mail, c'est quelque part que tu as besoin d'envoyer quelque chose. Là où éventuellement il n'a pas envie d'avoir un emailing, parce que ça ne l'intéresse pas, autant il y a des mails qui sont super importants sur certains services. Le consentement obligatoire et optionnel, il est aussi à tempérer par rapport à ce qui est légitime par rapport à votre service. Si tu fournis un site encore e-commerce et que tu as besoin de son adresse pour le livrer, tu peux pas lui dire si tu me donnes pas ton adresse, ok, tout va bien. C'est pas possible. Il y a un moment où tu es obligé d'avoir cette information. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des données qui sont non périssables par rapport à la durée de vie du compte. Elle est forcément périssable parce qu'en fait, il faut toujours considérer qu'à un moment donné, ton utilisateur, c'est plus ton utilisateur. S'il demande de supprimer son compte ou s'il ne vient plus sur le site, typiquement le cas du e-commerce, c'est ça. Je supprime ton compte client 3 ans après ta dernière commande. L'utilisateur, il est toujours là, tu as toujours tes factures pour lui et tout, mais il n'est pas venu. Donc à un moment donné, il faut que tu supprimes ces données. D'accord, merci. Merci. Je suis un fervent utilisateur des services de la CNIL. Je trouve qu'on reçoit beaucoup trop d'emails publicitaires, de SMS, etc. Et je fais toujours excessivement attention à jamais cocher la petite case. Et malheureusement, il y a 90% des sites sur lesquels je donne mes coordonnées personnelles qui les utilisent à mauvais escient. Un certain nombre de sponsors du forum et énormément de sites e-commerce. À chaque fois que j'ai contacté la CNIL ou à chaque fois que j'ai fait des actions un petit peu plus avancées, comme envoyer des recommandés, etc., il s'est passé absolument rien. Et je pense que c'est tout simplement parce qu'il y a un problème d'application des sanctions. Aujourd'hui, les gens qui utilisent les données personnelles ont beaucoup trop d'intérêt à le faire, même s'il y a des petites amendes de temps en temps. Est-ce que la GDPR, concrètement, va permettre de protéger de ça, ou est-ce que ça va être une loi de plus par rapport à la LCEN ou à la loi informatique et liberté ? En fait, le problème qu'on avait aujourd'hui, le problème de la CNIL, c'est qu'ils avaient très peu de liberté de sanction. Et même les sanctions, la plupart du temps, elles pouvaient exister, mais elles étaient très faibles. Google, une fois, a été condamné à 100 000 €.
tiens, je te les donne, pas de problème. 4% du chiffre d'affaires, ça va pas être pareil. En fait, si toi, tu auras le pouvoir, du coup, en tant qu'internaute, d'écrire à la CNIL en disant cette entreprise-là, elle n'a pas utilisé les données personnelles comme je le veux. Et ça, ils attendent, hein, ils les veulent, ces mails-là. Alors, ils vont être sans doute un peu surchargés. Je crois que la CNIL estime qu'il y aura 81% des entreprises qui seront GDPR compliant en 2020 et qu'en 2023, on devra atteindre 99%. Ils savent que très bien qu'il va y avoir un délai, qu'il va y avoir une inertie. Mais les grosses entreprises, elles vont être dans leur collimateur direct. Mais aujourd'hui, on a déjà la LCEN qui en particulier interdit l'opt-out. Oui. Et pourtant, il y a un nombre incalculable de sites qui continuent d'envoyer, Et même quand on demande à se faire radier des listes, etc., j'ai des exemples, mais très récemment, Soch, Nespresso, etc., on a beau demander à se faire radier des listes, c'est absolument jamais appliqué. Et même en saisissant la CNIL, et j'ai un peu l'impression que ça va être une loi de plus non applicable. J'ai entendu ce genre d'inquiétude déjà, enfin, on en a déjà parlé, effectivement ça pourrait se passer comme ça. De tout ce que j'ai lu sur internet, tout le monde a l'air de dire que c'est plutôt très encourageant et que justement ils vont pouvoir s'emparer réellement des nouveaux pouvoirs qu'on leur a donnés, la CNIL. Aujourd'hui ils étaient un peu justement embêtés avec ça, c'est qu'ils avaient assez peu de pouvoir. Parce que la LCN, en fait, c'est qu'une problématique française. Alors, Nespresso est une entreprise française, effectivement, mais j'ai pas particulièrement de réponse, en fait. Je pense que vraiment, ça va être mieux. Je l'espère. Juste pour la petite anecdote, j'ai lu que la Cour de cassation allemande avait condamné une entreprise à 2 000 € d'amende par SMS non sollicité envoyé. Voilà, déjà, ça fait mal. Une personne qu'on avait reçue une quinzaine. Ouais. Et là, effectivement, c'est des sanctions qui sont assez motivantes. Et toutes les CNIL, parce que du coup, il n'y a pas que la CNIL française, mais dans tous les pays, il y a une genre de CNIL, va s'emparer des pouvoirs de la GDPR. En fait, vraiment, elle a été faite pour ça. En fait, c'est surtout sur le volet sanctions qu'il y a eu quelque chose d'intéressant, parce que imposer tout ce qu'on a vu là, sans sanction, ça n'a pas de sens, en fait. En tout cas, super sujet. Hein, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Et